Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Quand je serai président de la République, eh bien, j'en voudrais encore plus, devenir le petit monarque de l'Europe, par exemple. Bah oui, nous avons l'habitude de dire ici qu'il est important de faire travailler son imagination et que de rêver n'est pas un délit, sauf exception, évidemment, pour ce fou à la tête de notre nation. La France libre, soyez les bienvenus avec Bruno ce soir, avec Philippe, avec Jean-Pierre, et vous-même, messieurs, dames, qui nous faites l'honneur d'être votre présence. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tous, dans cette dernière journée de la semaine. Bonsoir à tout le monde. Alors, je vais commencer tout de suite par une actualité. Alors, les vignettes critère 3, vous vous souvenez tous, et je pense que vous avez tous en tête ces vignettes critère 3 qui nous mobilisent, qui en tout cas nous font parler, par lesquelles on est susceptible d'avoir une contravention si notre voiture dépasse un certain âge et qu'elle a cette vignette. Et dans certaines villes seulement, même en ayant cette vignette, on est hors la loi. Donc il faut changer la voiture un petit peu autrefois quand les Américains, on se moquait d'eux en disant ils changent leur voiture à chaque fois que le cendrier est plein. On les réputait riches, qu'ils n'étaient pas en fait. Mais aujourd'hui on nous change la voiture parce qu'on a des particules fines qui soi-disant nous polluent, alors que toutes les mesures de pollution sont à la baisse en ce moment. Donc voilà. Donc, alors ce que je veux dire là-dessus, la nouveauté, c'est que on nous promet une absence de pénalisation pendant 4 ans, comme si on avait un moratoire, le temps de changer sa voiture. Voilà. Je suppose que les commerçants des centres-villes, en particulier à Lyon, Paris, et je ne sais plus quelle est la troisième ville, je crois que c'est Marseille, tout simplement. Montpellier, Grenoble. Montpellier, Grenoble, voilà. Donc, ces villes-là sont visées particulièrement, et donc les commerçants ont dû râler en disant, les clients ne peuvent plus rentrer dans le centre-ville dès lors qu'ils sont en ZFE, etc., et qu'ils ont un véhicule un peu ancien. Ça représente 20% du parc automobile, je le rappelle, ce qui est énorme, énorme. Donc, le gouvernement fait non pas un pas de côté, mais un pas en arrière, en disant, la loi, on l'enlève pas, on conserve le principe, mais on dépénalise pendant 4 ans. Voilà. Donc c'est une information qui concerne beaucoup des personnes qui nous écoutent. Et puis un petit peu plus loin, donc de la France et tout simplement aux États-Unis d'Amérique, une bombe économique que je vais citer, c'est la faillite de BlackRock. Alors il y a quelques temps, on avait déjà évoqué cette faillite en mettant toutes les réserves nécessaires parce qu'on n'avait pas de vérification de tout ça. Et là, il semblerait que ça se confirme. La faillite de BlackRock, c'est tout simplement la faillite de la plus grosse entreprise, disons, qui gère des fonds, une entreprise de gestion de fonds mondiale, c'est tout simplement ça. C'est la plus grosse, il n'y en a pas d'autre au-dessus. Donc, dans laquelle il y a évidemment des oligarques très puissants. Comment se fait-il que des gens aussi puissants se retrouvent aujourd'hui la tête dans le gazon? Eh bien, les explications, on les trouve sur Internet. Alors, je ne veux pas vous assaillir avec ça, mais il y a quand même des choses objectives. Il y a la baisse de la machine financière corrompue. La machine financière corrompue a fini par mener tout ça à sa perte. Les sanctions russes, dont on n'imagine même pas à quel point elles ont été négatives à l'encontre de sociétés comme BlackRock, ces sanctions, elles ont brisé leur réseau d'entente. Il y avait un réseau d'entente, comme ils savent si bien faire, ces entrepreneurs. Et ce réseau a été brisé du fait des sanctions qui ont été mises contre la Russie. Et puis, ils ont suivi des stratégies non réglementées, Et puis, c'est aussi le fait que c'est la fin de l'opacité des transactions. Alors ça tue tout le crime, ça. Voilà, ça a tué le crime en quelque sorte. Donc voilà, BlackRock au tapis. En attendant les suivants. Alors on va pas se parler de tout ce qui est en cours parce que aujourd'hui on fait une petite parenthèse dans l'actualité brûlante pour justement parler de choses avec un peu plus de recul. Et je laisserai Sylvain nous présenter le sujet du jour. Bruno. Sylvain et Philippe, moi je voulais rajouter 2 petites choses. Tu parlais, Philippe, des zones à faible émission qui sont là pour casser les pieds de 20% de la population et pour casser les pieds aussi des commerçants. Et autre invention de l'État profond pour casser les pieds des boulangers, c'est maintenant de taxer les emballages qu'ils utilisent. Donc, comme s'il n'y avait pas suffisamment de taxes, on marche vraiment, mais vraiment sur la tête. D'un autre côté, on a parlé beaucoup d'Elon Musk et de la baisse de l'action de Tesla. Il faut savoir et ça on en parle très peu actuellement, il faut savoir qu'Elon Musk finalement est en train de se lasser des véhicules électriques parce qu'il est en train
petit à petit de lancer carrément le moteur à eau. Et ça, c'est quelque chose d'assez fabuleux parce que le moteur à eau existe depuis des années, mais il fallait quelqu'un comme Elon Musk pour pouvoir lancer la fabrication à grande échelle du moteur à eau pour les véhicules. Alors, Voilà Bruno, ce que je voulais dire. Bruno, pour notre culture, le moteur à eau, est-ce que c'est la même chose que le moteur à hydrogène pour notre culture? C'est pas la même chose que le moteur à hydrogène, mais c'est un système qui fonctionne avec une partie carburant et une partie eau, l'eau étant décomposée en hydrogène et en oxygène. Il faut savoir une chose, hein, c'est que les constructeurs allemands d'automobiles ont précisé dernièrement que le diesel ferait son retour. Nous allons regarder l'actualité en images, des images de BFM. Ah, je vous réserve une petite surprise, j'en dis pas plus. Moi, je me reconnais pas dans ce président qui, à chaque fois qu'il y a quelque chose en France, le Covid annonce qu'il y a, pendant son discours, 14 fois la guerre, que là, par rapport à la guerre entre l'Ukraine et la Russie... Là, il y a la guerre, de fait. Oui, mais pas en France. Il y a la guerre en Ukraine. Alors oui, l'Ukraine est en Europe. Mais moi, je suis plus inquiète pour l'économie de notre pays. Et je pense vraiment, si je peux terminer, que ça sert à ne pas régler les problèmes qu'il y a en France. Et il y en a beaucoup. Vous dites qu'il faudrait d'abord s'occuper de nos problèmes franco-français avant je pense considérer vraiment, ce qui se passe en Ukraine. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi. On va voir. Mais je pense qu'il y a beaucoup de problèmes en France et qu'en fait, de parler des problèmes des autres, ça permet de ne pas régler les problèmes qu'on a en France. La vérité sur BFM, étonnant, non? Alors, j'ai vu dans le bas de l'écran Clémence Oudiakova. Oui, Radio Toxin. Qui est l'animatrice de Toxin, effectivement. Absolument. Avec le lien avec beaucoup de talent. Absolument. Oui, et contrairement à ce qu'elle pense, à ce qu'elle a l'air de penser, je crois qu'une grande partie de la population pense comme elle. Contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire et nous faire dire. J'ai vu de vrais sondages, je dis bien de vrais sondages, et il faut savoir une chose, c'est que notre résident de l'Élysée est à plus de 80% de négatifs, de personnes qui n'en veulent plus. 80%, on a dépassé la masse critique, hein. C'est pour ça qu'ils doivent nous faire les poches avant de partir et qu'ils ont besoin de taxer les boulangers, qu'ils ont besoin de taxer nos réserves, comment appelle-t-on ça, notre épargne, tout simplement. On s'est fait expliquer ça très bien, qu'on allait se faire taxer. Il y aurait des propositions faites aux Français pour faire participer l'épargne à l'effort de guerre. En clair, ça veut dire nous piquer notre argent, hein. Donc cet effort de guerre dont je répète qu'il a été pointé à 800 milliards d'euros pour fabriquer du matériel, etc., pour faire pièce contre un nouvel ennemi potentiel qui était jusqu'à maintenant géré par l'OTAN et qui sera demain géré par l'Europe, l'Europe de Bruxelles, ce qui fait sourire, hein. Autant l'OTAN ça faisait pas sourire, autant l'Europe de Bruxelles pour fabriquer des canons, ça fait un peu sourire parce qu'on n'a pas de tradition dans ce sens-là et on sait pas dans quel sens on va aller. Alors par contre, quand j'entends que Volkswagen dit qu'il va remettre le diesel sur la sellette en avant, hein, si je puis dire, dans les constructions, oui, je pense d'autant plus que ça sera pour fabriquer des engins blindés. Donc il a dit aussi qu'il allait fabriquer des engins blindés. Donc le diesel est tout à fait recommandé pour les engins blindés. Il va allier l'utile et l'agréable, si je puis dire. C'est-à-dire qu'à la fois, il va se désengager de ses nécessités de fabriquer des voitures électriques, et à la fois, il va se tourner vers un marché très ouvert et très juteux, enfin on espère pour lui, hein, pas pour nous, de la guerre tout simplement et des matériels de guerre. Voilà ce qu'on pouvait dire pour tout ça. Je pourrais rajouter que tout ce qui est matériel roulant militaire, que ce soit les chars ou les blindés, alors là, la consommation de gaz carbonique et la consommation donc de gasoil et tout ça. Alors là, les écologistes ne disent plus rien. Un char consomme autant que 100 voitures, mais ça on s'en fout. Hein. Ça les écologistes restent silencieux. Et surtout, ça consomme du gasoil affreux qui pollue vraiment de partout. Il faut savoir une chose, hein, qu'il y a des études qui ont été menées. Ce qui pollue surtout, les particules fines, ça vient du freinage et ça vient de l'usure des pneus. Oui, Jean-Pierre. Alors, merci. J'ai la joie d'habiter dans une ville où il y a des usines pétrochimiques. Et figurez-vous que comme ces usines sont taxées pour la pollution qui est mesurée pendant la journée, évidemment, elles dégazent la nuit avec des grosses torchères qui font vibrer les carreaux tellement ça
tellement ça dégaze. Et elles, on leur dit rien. Et vraiment, ça a une odeur très puissante, beaucoup plus que les petites voitures. Mais tout va bien. Alors, puisque tout va bien, je vais parler du pain. Autrefois, les boulangers faisaient des énormes pains de 4, 6 livres, parfois plus, qui se conservaient très bien et qui ne nécessitaient pas d'emballage. Alors, j'invite les boulangers à revenir aux choses simples. Faites-nous du bon pain, du pain béni, et on se passera de l'emballage. Merci Jean-Pierre. Le sujet de ce soir sur lequel nous allons réfléchir, la République cassée et la démocratie réparée. C'est à vous, messieurs. Alors Sylvain, je voulais juste dire quelque chose avant de laisser la parole à Philippe. C'est que je voudrais rappeler à tous que le livre Devenir Brigitte de Xavier Poussard continue à être numéro 1 des ventes. Vous m'avez compris. Absolument. 5 sur 5. Si je peux ajouter, devenons nous-mêmes et ce sera déjà beaucoup. Ne devenons surtout pas une autre personne. J'allais dire une bêtise, mais je vais m'abstenir. Alors, il y a justement déjà des polémiques autour de la validité de ce livre, dans lequel M. Boussard, son auteur, dit qu'il est ce livre présenté comme un début de preuve, enfin en tout cas une chaîne de preuves vis-à-vis de différentes personnes du juridique. Alors, c'est contredit par d'autres, qui sont pas forcément des gens infiltrés ou qui sont pas forcément des mauvaises personnes. Mais bon, il y a une discussion autour de ça. Alors, on suivra de près l'évolution, suivra de près si oui ou non il va être convoqué par la justice pour répondre à un certain nombre de choses, ce qu'on ne lui souhaite pas évidemment. Et si au bout d'un certain temps c'est pas le cas, on aura toute raison de penser qu'effectivement son livre est chargé des réponses à un certain nombre de questions et chargé des preuves également par rapport aux assertions qu'il met à l'intérieur de ce livre. Donc voilà. Donc on n'a pas annoncé. Si on a annoncé la République cassée et la démocratie réparée. La République cassée et la démocratie réparée. Alors pourquoi déjà parler de République et de démocratie? On n'oppose pas forcément l'une à l'autre. En France, non, on n'oppose pas l'une à l'autre. On dit qu'on est dans une république. Bon, très bien. Et puis il y a des gens qui disent on n'est pas en démocratie, j'ai pas pu faire ceci ou cela sur la voie publique, je me suis fait attraper. Bon, on n'est pas en démocratie. Bon, on confond le sens des mots, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, monsieur ou cette dame veut dire on n'est pas en liberté. La démocratie est assimilée de très près, et pourquoi pas d'ailleurs, à la liberté. Il n'y a pas de liberté sans démocratie, il n'y a pas de démocratie sans liberté, voilà. Enfin bon. Donc il y a déjà ça. Et puis l'utilisation des mots république et démocratie, on la retrouve effectivement de façon très nette aux États-Unis d'Amérique, où les États-Unis d'Amérique sont définis comme une république, mais qui a été spoliée en 1871 lors de la création de Washington DC. Alors, je ne vais pas rentrer dans un cours, etc. de qu'est-ce que c'est que l'un, qu'est-ce que c'est que l'autre. Toujours est-il que M. Trump travaille aussi à récupérer cette république. Et dans cette république, on a une république, un parti républicain. Oui, et puis on a un parti démocratique. À quel sens sont-ils? Ils n'ont pas de sens. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait pu tout aussi bien dire vous avez le camp des bleus et le camp des jaunes, ou le camp des noirs et le camp des blancs. Ça aurait été aussi significatif que de parler de république dans un cas et de démocratie dans l'autre. C'est juste un panneau, quoi. C'est juste un panneau. Alors, il y a quand même une tradition. C'est-à-dire que ceux de la République, les républicains, comme on dit, c'était plutôt traditionnellement la droite américaine. Quand, à l'inverse, historiquement, la démocratie, c'était la gauche. Mais bon, les différences étaient parfois très subtiles, tellement subtiles qu'on pouvait retrouver d'une année sur l'autre, d'une mandature sur l'autre, des gens qui avaient basculé de camp. Donc voilà, donc c'est assez ténu, c'est histoire de dire on est dans le bipartisme. Voilà, voilà ce que ça veut dire. Alors qu'en France, on n'est pas dans le bipartisme. On a, je crois, 7 ou 9, je ne sais plus combien de partis représentés dans la Chambre des députés. Donc ça fait un peu plus de monde, c'est plus varié, ça donne l'impression de variété. Mais toute cette jolie illustration n'a d'intérêt que si on se met au bout du bout, c'est-à-dire est-ce que le peuple français, pour parler de lui, est content de cette représentation qui lui est faite par l'intermédiaire de ses députés? Visiblement non, sinon ça se saurait. Or, il se passe que à chaque période régulière de vote, d'élection, eh bien les Français sont appelés à voter. On appelle ça le droit de vote et on dit que c'est le sommet, le summum de ce qu'on peut trouver au sein d'un pays en termes de liberté politique, etc. Or, ils votent pour quoi? Ils votent pour une personne ou pour des personnes qui vont faire quoi? Qui vont démultiplier leur propre volonté et qui vont obéir officiellement à nous,
mais très officieusement à ceux qui sont au-dessus d'eux et qui les ont fait élire. Donc là, on est dans une logique où cette fameuse République, qui normalement devrait rendre service au peuple, eh bien rend service aux oligarques. Et c'est pour ça qu'on dit qu'elle est cassée. Et aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on dit qu'on est à la 5e République, en attendant les suivantes. Et qu'à chaque fois, on va essayer de faire mieux que la fois d'avant. Mais on s'est aperçu dans l'histoire que chaque fois, on a fait moins bien que la fois d'avant, que c'était de pire en pire, qu'il y avait une méconnaissance totale du sens politique des choses de la part des Français qui n'apprennent plus ça, ni à l'école, ni ailleurs, et qui se laissent donc balader par des politiciens qui leur disent en substance, eh bien, c'est très simple, vous n'avez qu'à faire exactement ce qu'on vous dit parce qu'on travaille pour vous. Ah bon, d'accord. Il faut être très optimiste et avoir envie d'y croire qu'ils travaillent pour nous. Donc voilà. Donc tout ça est en train de s'est grippé, est en train d'exploser en vol. Et ce à quoi nous assistons en ce moment, dans ce pays qu'on appelle la France, gouverné par qui, vous savez, on est en train tout simplement d'assister à une fin de partie. C'est-à-dire que les règles anciennes vont tomber, exactement comme tout à l'heure j'ai eu l'occasion de dire que BlackRock avait fait faillite. C'est aussi important que ça, voire même plus important que ça. Alors qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien, mais est-ce qu'on peut se tourner vers d'autres solutions? L'alternative à la République, pour un tas de gens qui nous écoutent, c'est quoi? Eh ben, c'est la royauté. Voilà, un retour à la royauté. Personnellement, je suis pas favorable parce que ça serait retourné vers l'oligarchie, ça serait retourné vers une représentation, ça serait retourné vers un tas de choses dont on n'a plus vraiment envie. Voilà. Donc il faut qu'on redonne la liberté aux gens. Donc on se tourne automatiquement en réfléchissant vers une logique de la démocratie. Alors à ce moment-là, il faut redéfinir la démocratie, rappeler d'où elle vient. Effectivement, elle vient de l'Antiquité. On en a déjà beaucoup parlé ici, mais on peut resituer les choses. Elle vient de l'Antiquité et puis elle a fonctionné, cette démocratie. Elle a montré que les rouages, les mécanismes de la démocratie qui consistent à faire voter des lois, voter des projets et non pas voter pour des personnes. Et on fait voter qui? Les gens qui sont des citoyens, bien sûr, et qui sont tirés au sort. C'est-à-dire comme ça, on évite les collusions, on évite la corruption, on évite tout ça. Et on s'aperçoit que le bénéfice est immense, parce qu'on ne fait jaillir de cette réflexion populaire avant les votes, on ne fait jaillir que les bonnes idées, les mauvaises s'éliminent toutes seules. Et c'est la raison pour laquelle, et sans être grand clair, on peut tirer la conclusion que pendant l'époque de la démocratie qui a duré de 460, je sais plus combien, à 322, avant Jésus-Christ bien sûr, eh bien cette époque elle est butée, elle est datée, elle est précise, et elle correspond à l'exécution de cette démocratie-là. Eh bien ça a été aussi une époque formidable pour les arts, les techniques, la politique, la géographie, enfin tout ce qu'on veut, qui s'est développé et qui font que, encore aujourd'hui, on est basé sur les arts, les techniques, les mathématiques de cette époque. Donc c'est ce qu'on appelle une fondation, quoi. Voilà, véritablement. Donc aujourd'hui, ça marche plus. Aujourd'hui, le pays Grèce moderne est sous le poids immense de la dette que le FMI lui a mis sur les épaules et dont il n'arrive pas à se libérer. Donc ce pays qui est à l'origine de la démocratie, lui, il est patraque, alors que nous, du côté de la démocratie, et qui sommes des Français sous un régime républicain, nous sommes en train de nous dire, est-ce qu'on pourrait pas réutiliser le principe de cette démocratie? Alors certains nous disent, mais non, ça sert à rien. La démocratie n'a jamais fait la preuve de son utilité, de son fonctionnement. Et puis vous savez, la démocratie à l'époque, ça a été fait par des gens qui avaient des esclaves, rendez-vous compte. Et puis ça a été fait par des gens qui votaient, certes, mais leurs épouses, les femmes, ne votaient pas. Bon, alors là, il faut se poser 2 minutes et puis rentrer dans le détail de ces affirmations. Ces affirmations, elles sont gratuites. Elles sont faites par qui? Par des gens comme Thucydide, qui est l'historien de l'époque, qui était antidémocrate. Elles sont faites par des gens comme Platon, qui n'était pas historien, mais qui était observateur de son époque au même moment, et qui, lui, était tellement antidémocrate qu'il faisait brûler les œuvres des démocrates, des œuvres écrites, Donc voilà. Et par Socrate, dont on sait qu'aussi il était antidémocrate, et qui, à un moment de mourir, s'est quand même posé la question, enfin en tout cas on suppose qu'il s'est posé la question de savoir s'il avait choisi le bon camp. Voilà. Oui, à toi. Oui, Philippe, je voulais t'interrompre 2 minutes pour parler de quelque chose de très précis. On utilise depuis des années et depuis des siècles le mot république. Ça a été inventé plus ou moins par Platon
Et en fait, c'était tout simplement en réaction face à la démocratie dont tu as parlé. C'est-à-dire créer un système où le gouvernement est fait par une oligarchie de gens soi-disant plus sages que le peuple. Alors que en réalité, c'est le peuple qui est toujours plus sage que ses représentants, parce que c'est le cerveau collectif. Et donc, le mot république, c'est un mot qui maintenant est galvaudé, c'est un mot qui maintenant est, je dirais, périmé. C'est un mot qui était encore valable au XXe siècle, mais actuellement, on a constaté dans le monde entier que toutes les républiques qui existent n'ont jamais donné véritablement la parole au peuple. Les représentants sont toujours des représentants qui agissent à leur guise après qu'ils soient élus, et donc le système, il est arrivé au bout. Et notamment et surtout en France, depuis quelques années, maintenant le peuple a pris conscience que la Ve République est totalement moribonde et qu'elle a prouvé de toutes les manières possibles qu'elle ne respecte pas elle-même sa constitution et qu'elle arrive à une impasse. Il suffit de voir ce qui se passe à l'Assemblée nationale depuis bientôt un an. Donc la conclusion, c'est quoi? Bien, la conclusion, c'est qu'il faut rétablir, comme tu l'as dit Philippe, une vraie démocratie où c'est le peuple qui a le pouvoir sans représentants, avec des personnes qui seront tirées au sort pour des mandats limités, ce qui évitera tout ce qui peut être lié à des pressions ou à des lobbies ou à des sectes plus ou moins influentes. Donc, à partir du moment où on crée une véritable démocratie, certains vont nous dire, oui, mais à ce moment-là, ça va être le chaos, ça va être du grand n'importe quoi. Eh bien non. Je vous invite à aller vous renseigner sur ce qu'était la démocratie à Athènes il y a 2500 ans. Vous verrez par des tableaux que toute la démocratie était organisée d'une manière bien précise et bien structurée pour que le peuple ait réellement le pouvoir. Donc, en réalité, il faut remplacer toute forme de république par une république qui ne dit plus son nom, c'est-à-dire il ne faut plus utiliser le mot république. Il faut remplacer ça par une véritable démocratie. Une démocratie qui n'est plus républicaine, qui n'a plus de forme républicaine, mais qui en fait est je dirais, une structure totalement adaptée à la gouvernance par le peuple, mais une structure organisée, une démocratie qui est organisée d'une façon sérieuse pour que dans un pays de 68 millions d'habitants, ça puisse fonctionner avec le système du tirage au sort. Donc, on n'est pas du tout en train de promouvoir une insurrection, on n'est pas du tout en train de promouvoir un système qui serait totalement chaotique, mais une véritable démocratie, comme elle a existé à Athènes il y a 2500 ans, mais adaptée au XXIe siècle. Oui, alors tu as tout à fait raison. Alors, ce qu'on peut quand même rajouter, c'est que la République, le mot n'a pas été inventé par Platon, il a été inventé par les Romains. Res publica, hein, voilà. Le mot république en grec ancien d'ailleurs n'existe pas. Hein, on ne le trouve pas dans la cité de Platon. Platon a écrit la cité, et ce document a servi de base aux Romains pour inventer la République telle que nous la connaissons encore aujourd'hui. Voilà, ça c'était la petite mise au point. Et puis concernant cette République, elle a été mal conduite, c'est-à-dire qu'au départ, les intentions étaient les meilleures possibles d'effectivement traiter le peuple, tout simplement les besoins du peuple. Et en fait, ça s'est résumé à donner le pouvoir à quelques hommes qui, par délégation, étaient censés s'occuper du bien du peuple, ce qu'avec le temps ils ont fait de moins en moins, quoi. Donc voilà. Voilà ce que je voulais dire. Puis je voudrais mettre une troisième petite mise au point sur la notion de représentant. Alors on va pas rentrer dans le détail aujourd'hui de comment ça fonctionne, mais des représentants, oui, en République il y en a. Hein, où on a nos députés qui sont nos représentants. La question est de savoir si en démocratie il y aurait pas aussi une forme de représentation, puisqu'on va demander à des personnes pour une seule fois voter pour une loi ou pour un projet, tout simplement. Et donc, à ce moment-là, quand elles ont fini de voter, qu'elles soient 10, qu'elles soient 100, qu'elles soient 3000, et ça sera plus souvent près de 3000 d'ailleurs, eh bien, elles votent en leur âme et conscience, et pas pour le compte d'un parti qui serait derrière. Donc la représentation, elle a une forme un peu différente, même carrément différente. On représente soi-même déjà, premièrement, lorsqu'on vote, hein, on représente soi-même, et non pas comme dans la République, on représente pas un parti qui est derrière nous, quoi. Voilà. Donc il y a ce mot de représentation qui est ambigu selon qu'on parle de la représentation à la manière républicaine et à la manière démocrate.
Donc voilà, et parfaitement exact. Il va falloir avancer avec plus de liberté, pardon. Et puis mettre ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, là, ce que nous sommes en train de dire ce soir. Il y a très peu de gens qui le disent. Parce que soit ils ont abandonné de bonne foi l'idée que la démocratie était une bonne idée, ce qui, de notre point de vue, est une erreur. Il faut faire revenir la démocratie au centre du débat pour éviter de retomber sur une Xème république dont les gens ne veulent plus et pour éviter, évidemment, de retourner dans l'ancien régime. Donc, la démocratie, ça reste encore la plus belle idée et la meilleure idée à notre sens et tout à fait réalisable. Voilà ce qu'on pouvait dire. Et même mathématiquement, si on parle de statistiques, quand on fait des sondages auprès de 1000, 2000, 3000 personnes de la population, souvent on a des résultats qui ressemblent vraiment de très près à ce qui est inscrit dans l'opinion du reste du peuple. Pourquoi? Parce que plus on augmente le nombre de personnes qu'on interroge, plus on s'approche de la véritable opinion du peuple en général. Donc, dans une démocratie où on a des gens qui sont tirés au sort par une liste de volontaires, évidemment, parce que c'est pas la peine d'obliger des gens qui ne sont pas volontaires à intervenir, mais à partir du moment où on tire au sort un certain nombre de personnes parmi les volontaires, et pour voter un certain nombre de projets, de lois ou autres, automatiquement, on aura un résultat bien meilleur que si on a une toute petite oligarchie de représentants élus qui ont été souvent élus parce qu'ils ont les moyens de se faire élire, parce qu'il faut payer pour pouvoir se présenter. Donc déjà, le système il est biaisé au départ. Tandis qu'à partir du moment où on a un tirage au sort de citoyens volontaires, eh bien, on s'approche véritablement au maximum de la véritable volonté de tout le peuple. Pierre, tu as la parole si tu veux bien. Pierre, à toi. Je vais m'accorder sur le terme réparer. Donc, la démocratie réparée. Et l'univers et chaque être étant démocratique, un rassemblement de milliards de cellules qui fonctionnent en harmonie, c'est forcément démocratique. Et toutes ces cellules, je le rappelle, se mettent en accord pour secourir les cellules les plus en danger. C'est donc une démocratie extrêmement fraternelle et évoluée. De tout être. Alors, il s'agit d'abord de se réparer soi-même pour arriver à réparer la démocratie sociale, la démocratie des hommes entre eux. Donc, se réparer soi-même avec toutes les blessures qui nous ont été infligées, les impositions de choses monstrueuses comme les masques qui nous empêchent de respirer un air pur et sain, comme le confinement qui nous interdit de communiquer avec nos frères et sœurs humains, toutes ces mesures ont porté atteinte à la vie. Et il s'agit donc de se réparer, de retrouver bonheur à vivre, bonheur à communiquer, bonheur à avoir des amis, des gens avec lesquels nous ne sommes pas forcément d'accord, mais avec lesquels nous œuvrerons à partager pacifiquement des avis, surtout, et même si nous ne sommes pas d'accord, à savoir écouter l'autre et à aussi écouter ce qui se passe en nous-mêmes, à savoir la vie, la paix, l'amour, la liberté. Merci. Merci à toi Jean-Pierre pour ces mots. L'histoire, vous l'avez remarqué, a tendance à se répéter. Bah oui, souvenez-vous des emprunts russes. Eh bien aujourd'hui, c'est totalement différent. Quoique, aujourd'hui, on nous propose un livret d'épargne de guerre. Alors si j'ai un conseil à vous donner, ne signez pas de pacte avec le diable et surtout ne gaspillez pas de votre temps ni votre argent. Merci Jean-Pierre, merci Bruno, merci Philippe, merci à vous également. Excellent week-end. Prochain rendez-vous avec la France Libre, le Conseil national de transition français, canal historique. Eh bien, ce sera à partir de lundi. Merci, bon week-end.